Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne où aujourd'hui je vais parler du lien entre l'humour et les communautés marginalisées, les catégories oppressées de notre société. Je pense que parmi les phrases que je déteste le plus, la phrase peut-on rire de tout est une phrase qui m'énerve particulièrement. Pas forcément pour ce qu'elle dit en soi, mais parce que souvent quand les gens vont nous sortir cette phrase, ça va être pour justifier des blagues sexistes, des blagues racistes, des blagues homophobes, etc. Et la question du peut-on rire de tout, en fait je la trouve même pas pertinente dans le sens où je pense que oui, tout est risible, mais il s'agit plus de comprendre les mécanismes derrière ça, quel impact ça a de rire de quelque chose, pourquoi est-ce qu'on rit de certaines choses et pas d'autres choses. Et je pense que ces questions-là sont bien plus importantes à résoudre que est-ce qu'on peut rire de tout en fait. Et cette phrase ça fait partie des choses qui me donnent envie de faire cette vidéo, tout comme en fait le nombre incalculable de blagues que j'entends qui sont faites souvent par les mêmes personnes, c'est-à-dire des mecs blancs hétéros et cis qui vont constamment faire des blagues et baser quasiment leur personnalité entière sur le fait de faire des blagues sexistes, des blagues homophobes, des blagues racistes, blagues transphobes, toutes les blagues oppressives possibles. Mais ces personnes-là, en fait, elles vont souvent se cacher derrière le second degré et derrière l'humour pour nous dire qu'on devrait tolérer ces blagues-là. Et quand nous, on va essayer de leur dire que leurs blagues ne sont pas correctes, qu'ils ne devraient pas les faire, on va constamment nous dire qu'on n'est pas drôle, qu'on ne comprend pas l'humour, qu'on ne devrait pas s'énerver pour autant, que c'est rien, que c'est juste une blague. Mon expression favorite, c'est que nous faisons partie de la bien-pensance. Donc voilà, nous sommes l'armée de la bien-pensance et que c'est vraiment ridicule de s'énerver juste pour des blagues. Et c'est pour ça qu'il m'a paru absolument primordial de revenir sur cet outil de domination sur les catégories oppressées qu'est l'humour, qui est un outil comme plein d'autres mais qui en fait partie, et de pourquoi en fait on a raison de réagir à cet humour de la façon dont on le fait et pourquoi il faut qu'on continue de le faire. Pour cette vidéo, du coup, je vais découper mon argumentation en 3 parties. Ambiance prépa. Dans un premier temps, on va essayer de voir pourquoi on rit, de simplement déceler ce qui nous fait rire et pourquoi est-ce qu'on rigole de quelque chose. Dans un deuxième temps, on va essayer de voir ensuite quels sont les impacts de l'humour sur les catégories oppressées de notre société. Et enfin, dans un dernier temps, on va voir comment est-ce qu'on peut se réapproprier l'humour dans nos luttes et comment ça peut nous servir aussi. Alors dans un premier temps, on va s'attaquer donc à pourquoi est-ce qu'on rit. Le rire, c'est une expérience universelle, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés de toutes les époques, on a toujours ri. Cependant, on rit pas pour les mêmes choses. Une blague n'est pas objectivement drôle ou pas drôle en fait. Elle dépend toujours du contexte social dans lequel elle est faite. Par exemple, on voit qu'il y a des blagues de l'époque qui aujourd'hui ne nous font plus du tout rire, soit parce que simplement c'est plus des choses auxquelles on est habitué, c'est pas un contexte qu'on connaît, soit parce que en plus de ça, elles sont limitées, elles sont choquantes pour nous. Et par cela, on voit que l'humour est fondamentalement lié aux structures de nos sociétés et au contexte social dans lequel il est fait. D'abord, quand on fait des blagues sur un groupe marginalisé, oppressé, on réaffirme son statut de dominant et on ramène l'autre à son statut d'oppressé. Les blagues, ça permet de conserver l'hégémonie. Quand on se moque des femmes, même au second degré, ça permet de leur rappeler quelque part qu'elles ne sont que des femmes et que presque si on le voulait, on pourrait les oppresser parce que le pouvoir est en notre faveur. Enfin, évidemment, c'est pas conscient de cette façon-là, mais c'est une sorte de rappel de cette façon-là. On te ramène à ton statut de femme, même quand c'est pour une blague. Et par exemple, quand il y a des hommes hétéros qui se moquent des hommes homosexuels, c'est aussi une façon de réaffirmer eux leur virilité en comparaison aux personnes qui s'insultent. Mais aussi le rire il est fédérateur, c'est-à-dire que quand on fait une blague, pendant un temps il va y avoir une dualité qui se crée, il y a ceux qui rient et il y a ceux dont on rit. Et pendant un temps, donc temporairement, ceux dont on rit sont exclus en fait sont exclus du rire puisqu'on rit d'eux, même s'ils peuvent rire un peu. Ils sont quand même mis de côté temporairement, ils sont un objet qu'on désigne temporairement. Et d'un autre côté, ceux qui rient ensemble se rapprochent. Le rire va créer une proximité entre les individus. Et donc les blagues sur les minorités, même quand elles sont au second degré, elles vont créer un espace encore une fois où les personnes marginalisées sont encore une fois exclues pendant un petit temps. Comme le rire est fédérateur, on rit aussi pour se faire accepter, pour montrer à quel groupe social on appartient. Le rire c'est pas un acte passif parce que le rire choisit toujours son camp quelque part, même si c'est temporaire et c'est pas vraiment une opposition forte, mais pendant un temps on choisit toujours son camp quand on rit et précisément quand on se moque. Et c'est là qu'on comprend que le rire est un enjeu de pouvoir qui instaure des rapports de force dans les relations sociales.
Et je trouve aussi qu'en fait souvent dans ce qui fait rire sur les blagues sur la minorité, c'est pas tant les blagues qui sont faites, mais justement en fait cet enjeu de pouvoir, cette impression d'appartenir à un groupe social et de prendre le pouvoir sur un autre. Parce qu'on voit quand certains groupes se moquent des minorités, ils le font toujours avec les mêmes blagues, c'est jamais inventif, c'est jamais novateur. Quand on va dire à une personne grosse qu'elle ressemble à une baleine, c'est des blagues qu'on a entendues 40 fois dans notre vie. Et le fait est que quand on entend une autre blague sur un sujet qui n'est pas justement de la moquerie ou une blague sur les minorités oppressées, il y a personne qui va rire à la même blague 40 fois, on rit une fois, deux fois, trois fois si vraiment c'est drôle, mais on va pas rire 40 fois. Et c'est là qu'on comprend bien que ce qui fait rire dans les blagues sur les minorités, en fait c'est précisément le fait de se moquer d'une personne qui est marginalisée et finalement le fait de prendre ce pouvoir sur elle et sur une catégorie oppressée de la société. Et c'est pour ça que quand on voit que le rire est autant lié à un rapport de force et autant un enjeu de pouvoir, qu'on ne peut pas laisser passer les blagues sexistes, c'est pour ça qu'on a raison d'y réagir. Maintenant qu'on a compris pourquoi on rit et en quoi c'est un enjeu de pouvoir, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur les impacts qu'a ce rire sur ces catégories qui sont déjà marginalisées et oppressées de notre société. L'humour, comme toutes les productions culturelles en général, comme la littérature, le cinéma, le langage en général, il a un double rôle, c'est-à-dire qu'il fait à la fois état de notre société, mais en plus il va créer et perpétuer les représentations et les images de notre société. Donc il fait l'état de la société dans le sens où par l'humour on voit quelles limites on met à ce qui est drôle ou pas. En effet, comme on l'a dit, il y a des blagues qui étaient possibles il y a 20 ans qui ne le sont plus forcément aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on ne rigole pas aussi facilement par exemple de la pédophilie comme on le faisait sur des plateaux de télé comme dans les années 70-80 où c'était beaucoup plus normalisé. Mais l'humour il fait pas seulement état de notre société, il permet aussi de perpétuer les codes et de réaffirmer la pensée dominante en permanence. Je vais vous citer un article de Virginie Sauzon dont je vais vous parler à la fin de la vidéo. Réaction somatique pulsionnelle, ce rire est une belle illustration de la complicité au cœur du patriarcat. Il est complice car il crée un cercle magique qui protège chacun des conséquences de ses paroles sexistes. À travers le rire, les hommes perpétuent les violences patriarcales et mettent aussi des violences d'un niveau supérieur en banalisant des violences sexistes comme le viol, le fait de battre sa femme, etc. Cette citation et surtout la fin de cette citation me fait penser à un concept qui a été développé par des féministes qui est la pyramide de la violence et qui montre comment sont entretenues les violences systémiques et sur quoi elles s'appuient, en fait les bases sur lesquelles elles se posent. Je pense que pour mieux comprendre cette pyramide, on peut parler de Gramsci. Gramsci c'est un communiste italien qui est très connu et qui a théorisé le concept d'hégémonie. Alors lui il le faisait pour parler du capitalisme, mais ça peut être réappliqué par exemple pour parler de patriarcat. Ce concept il désigne la manière dont un groupe assoit sa domination en diffusant dans la société sa façon de penser, son sens commun en quelque sorte. Ça peut être par le langage, par la culture, par l'école, la presse, c'est comme ça qu'un groupe assoit une pensée dominante. Et une fois qu'on a imposé en fait cette vision du monde, ça permet de recourir au consentement des populations sans aucune violence, puisque en fait on va profondément intégrer les valeurs qu'on essaye de nous faire passer, et c'est comme ça qu'un groupe dominant assoit son pouvoir. Et évidemment l'humour il fait partie de l'hégémonie du patriarcat, et on voit très bien en fait ici sur la pyramide que en fait c'est la base de la pyramide, c'est-à-dire qu'en laissant passer les blagues, l'humour, les remarques sexistes qui sont finalement minimes, on laisse s'installer de plus en plus de violences de plus en plus fortes, et c'est en laissant se diffuser les premières idées qu'on parvient à des violences qui sont beaucoup plus extrêmes. C'est à force de faire constamment des blagues sur le viol entre amis, de les laisser passer, que personne reprenne les gens qui font ces blagues. C'est avec ces bases là que quelqu'un va passer à l'acte. C'est à force de faire constamment des blagues sur les homosexuels, de les marginaliser de cette façon là, qu'à un moment il y a quelqu'un qui va pas comprendre pourquoi il a pas le droit de les détester et qui va s'organiser, et c'est finalement comme ça qu'on en arrive à un meurtre ou à des viols ou à des actes de violence physique ou verbale. Alors c'est une pyramide qui se fait à l'échelle de la société, c'est pas forcément un individu qui va faire des blagues puis agresser quelqu'un puis violer quelqu'un puis tuer quelqu'un, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est vraiment en laissant passer la pensée dominante par des éléments qui peuvent être considérés comme futiles, comme le langage et notre façon de dire les choses, que finalement on finit par banaliser et par légitimer des violences qui auront lieu plus tard et qui seront beaucoup plus graves. Et donc l'humour c'est une base solide pour permettre plus de violence, puisque ça ancre en fait encore une fois une certaine façon de voir les choses dans les imaginaires des gens. Mais aussi en fait le fait de se moquer constamment des femmes, des personnes racisées, des personnes trans, des personnes grosses, sur tout ce qu'elles font, ça va aussi les ridiculiser en permanence. Par exemple, une femme c'est moquable, tout simplement parce que on va se moquer des femmes dans tout ce qu'elles font. On se moque des femmes qui affichent leur corps, des femmes qui ne l'affichent pas, des femmes qui ont une sexualité libérée, des femmes qui ont pas de sexualité tout simplement. On se moque énormément des filles en fait
des jeunes femmes, des jeunes filles, notamment pendant leur adolescence. On va se moquer de leur culture, de leurs intérêts qu'on va toujours considérer comme superficiels. Notamment je pense à la culture des fangirls, des groupies, dont encore une fois Clarinette a fait une vidéo là-dessus. Je ne pense pas que je peux faire une vidéo sans citer Clarinette. Mais voilà, je vous conseille d'aller la voir, je la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais on se moque constamment des femmes pour tout ce qu'elles font. Et je pense que c'est notamment pour ça qu'on a été très nombreuses à avoir une phase de vie où on était not like other girls, donc c'est-à-dire pas comme les autres filles, où on ne voulait rien avoir à faire avec les intérêts dits traditionnellement féminins, puisque en fait on se rendait bien compte que ces intérêts étaient constamment dévalorisés, déclassés par rapport aux intérêts des hommes qui eux étaient toujours beaucoup plus mis en valeur et beaucoup moins considérés comme superficiels et futiles. Et c'est la même chose pour d'autres minorités comme les personnes racisées. On va se moquer d'elles constamment et pour tout ce qu'elles font. On va se moquer des personnes racisées quand elles gardent leurs cheveux naturels, on va se moquer des personnes racisées quand elles mettent des perruques, on va se moquer des personnes racisées pour tout et n'importe quoi. On va avoir des désignations, moi je pense notamment au terme Lacostéenne qui est sorti il y avait longtemps. Souvent quand on le reproche, les gens disent non mais c'est juste les gens de cité, c'est pas certaines catégories en général, mais on sait très bien en fait de qui ça parle. Pareil quand on parle des Kenza, c'est des insultes qui participent à toujours ridiculiser les personnes qui font partie des groupes oppressés. Et même je trouve que quand on regarde les contenus d'humour en très général, notamment dans les personnages et tout ça, je trouve qu'on se moque énormément des femmes et beaucoup plus que les hommes. Et de plus, les blagues qui sont faites même au second degré, je trouve personnellement qu'elles fonctionnent aussi comme un rappel à l'ordre de notre statut social. C'est-à-dire que même des hommes qui se considèrent comme alliés, plutôt respectueux et tout, qui sincèrement n'ont pas d'hostilité envers la cause féministe dans une certaine mesure, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça qui vont systématiquement, à chaque fois qu'on évoque le féminisme, faire une blague, du coup ils vont dire ah non, retourne à ta cuisine ou je sais pas quoi. Et même si c'est du vrai second degré, en fait je trouve que finalement ça nous ramène toujours en fait un peu à notre condition de femme et quelque part ça nous dit là on t'oppresse pas mais quelque part on pourrait le faire. Évidemment c'est pas conscient de cette façon là, mais moi en fait quand j'y réfléchis je le sens un peu de cette façon là. Finalement ça nous rappelle toujours à l'ordre de notre position et aussi ça nous force encore une fois de devoir faire semblant de rigoler en mode ah ouais trop marrant, on l'a jamais fait. En fait on doit toujours se plier à ce rire, on va toujours devoir rigoler parce que c'est pour rire et il faut accepter parce que c'est le mec qui fait des blagues donc il faut rigoler, sinon il t'écoutera pas par la suite parce que sinon t'es juste une méchante féministe qui est pas drôle et qui peut même pas prendre une blague parce que lui il le fait vraiment au second degré donc voilà. Et donc c'est encore une fois devoir se plier à leur humour, à leur code etc. et moi ça m'énerve en fait. Donc je pense qu'il faut arrêter ce genre de blagues même au second degré très sincèrement. Et finalement en fait ces blagues même au second degré elles vont toujours réalimenter l'imaginaire sexiste, le fait de faire des blagues sur les femmes qui conduiraient soi-disant mal même au second degré. En fait finalement si on continue à les faire tous au second degré on continue quand même d'entretenir cette image quelque part et finalement en fait face à cet humour qui est dégradant et qui a un impact sur nos vies, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et maintenant qu'on a compris que l'humour est un enjeu de pouvoir, est-ce qu'on peut pas s'en servir aussi à notre tour pour nos luttes sociales finalement? Et c'est là qu'on entre donc dans ma troisième petite partie qui est comment est-ce qu'on peut s'approprier l'humour pour nos luttes contre les oppressions finalement. Alors la première chose pour réagir à cet humour évidemment c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de cet enjeu de pouvoir et de l'impact qu'il a, ça va être de refuser les blagues. Alors évidemment on n'est pas toujours en position de le faire, mais aussi, et là je parle à ceux qui se disent alliés à notre lutte principalement, puisqu'ils sont plus écoutés que nous, il faut vraiment en fait reprendre les personnes qui font ces blagues et leur dire qu'ils n'ont pas à faire ces blagues et les empêcher de les faire. Et c'est notamment et encore plus le rôle des alliés, et encore plus par exemple quand des hommes sont que avec d'autres hommes ou quand des personnes blanches par exemple sont que avec d'autres personnes blanches, pour les remettre à l'ordre et empêcher que ces blagues soient faites même dans un cadre où il n'y a pas de personnes de catégorie oppressées dans le coin. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter simplement au fait de refuser ces blagues, on peut aussi se servir de l'outil qui est l'humour afin de servir nos luttes à nous, puisque comme on l'a vu c'est un outil de pouvoir. Et je vous parlais de Gramsci tout à l'heure et de son hégémonie, et lui en fait il considérait que la première bataille à mener contre le capitalisme, donc comme j'ai dit, pour lui quand il parlait de la pensée dominante et du groupe dominant il parlait du groupe capitaliste, mais pour lui la première bataille à mener contre les dominants c'est la bataille culturelle, c'est changer nos représentations, changer notre langage, changer la façon dont on voit les choses et on dit les choses, dénoncer les mythes qui sont faux en fait. Et c'est ce que le féminisme s'attache à faire depuis des années en fait finalement, c'est de mener cette bataille culturelle. La révolution féministe elle se fait bien plus par la culture que par les lois, mais voilà. Et aujourd'hui en fait on commence à voir qu'on rit de choses nouvelles, et le fait qu'on rit de choses nouvelles ça montre
montre une progression. Mais on voit aussi que quand on essaye de rire de nouvelles choses, il y a une réticence en face. Moi je pense par exemple à Farid, donc l'humoriste Farid qui est noir et qui était rentré sur scène dans une salle de spectacle en disant salut les blancs. Et ça n'a pas fait rire beaucoup. Ça n'a pas beaucoup fait rire l'assemblée qui était devant lui puisque justement elle était composée principalement de blancs. Et ça montre en fait qu'il y a un humour qui évolue et je le vois aussi dans les cercles féministes, dans les médias féministes, sur TikTok, sur YouTube. On commence à rigoler de nouvelles choses, on commence à rigoler par exemple des comportements des hommes, des comportements des personnes dominantes de manière générale. Ça va être simplement de dire menard trash, ça va être les mêmes, ça me manque l'époque où les hommes allaient à la guerre et mouraient. Et donc en fait ça se fait assez naturellement en fait de récupérer l'outil de l'humour. Et d'ailleurs ces blagues en fait elles s'axent pas seulement sur se moquer des hommes, mais c'est aussi se moquer des hommes pour ce que pendant longtemps on a considéré qu'ils faisaient d'eux des dominants dans notre société en fait. On va se moquer de ce qui pour eux fait leur virilité, on va se moquer des hommes qui tapent dans les murs quand ils sont énervés, on va se moquer de leur parfum et de leur shampoing au bois d'ébène et au charbon parce qu'il faut sentir l'homme. Donc tout ce qui servait à asseoir leur position dominante, on va s'en moquer, on va le rendre ridicule, on va se moquer de cette supériorité qui se donne et qui est valorisée en temps normal. Et simplement en fait de rire de ces choses-là, ça permet de renverser la tendance en quelque sorte d'enfants de plus ridiculiser une seule partie de la société et de ridiculiser ceux qui se croient dominants justement. Et comme on l'a vu tout à l'heure aussi, le rire il a une valeur fédératrice et donc en plus de ridiculiser des comportements qui sont considérés comme dominants, ça permet de souder les communautés marginalisées entre elles, de créer un lien encore une fois et de, comme j'avais parlé de cette dualité tout à l'heure, d'un seul coup les personnes qui sont les eux, qui sont les autres, ce n'est plus les femmes et les communautés marginalisées, mais c'est finalement les catégories dominantes qu'on exclut temporairement du rire, de la blague pour les placer comme des eux, comme des autres dont on se moque. Je vais citer encore une fois Virginie Sezon dont promis je vous parle à la fin. Rire peut être un rire de revanche mais aussi de déconstruction. Le rire féministe qui trouve dans la fiction des manières d'échapper un tant soit peu à l'oppression du réel ou de lui répondre en différé n'est donc pas désespéré. Utiliser l'humour, l'ironie, c'est reprendre les armes des oppresseurs pour les retourner contre eux. C'est marrant par rapport à cette nouvelle façon de faire l'humour et de faire des blagues sur les personnes qui sont traditionnellement dominantes, donc c'est-à-dire les blancs, les hétéros, les personnes cis. Ça permet de voir aussi que ceux qui ont toujours prétendu pouvoir rire de tout, donc en fait ils sont incapables de rire d'eux-mêmes. D'ailleurs j'ai une petite parenthèse à faire au sujet des hommes blancs, cis, hétéros, bref, les adjectifs qui vont avec. La réaction qu'ils ont quand on les nomme de cette façon-là, je la trouve marrante dans le sens où on voit bien qu'ils sont pas du tout habitués au fait qu'on les renvoie à leur statut social parce qu'ils se sont toujours considérés et étaient considérés comme des individus qui n'avaient pas une identité particulière, vous voyez, et sans qu'on ramène leurs propos et leur façon de vivre, leur façon d'être à une identité particulière. Ils supportent pas qu'on les appelle hommes blancs hétérocis parce qu'ils sont pas conscients de parler d'un point de vue, ils se considèrent toujours comme l'universel. Alors que en fait nous quand on vient d'une catégorie qui est plus marginalisée, quand on est des femmes, quand on est plein d'autres identités marginalisées, on a conscience en fait d'être une identité qui est perçue d'une certaine façon dans la société. Moi quand je marche dans la rue, je sais que je suis une femme parce qu'on me renvoie sans cesse à mon statut de femme, à ma condition de femme, je le vois dans les regards des gens, je le vois dans l'attitude des gens. Alors qu'un homme quand il marche dans la rue, il marche juste comme un être humain, comme un individu et il n'a pas conscience d'être un homme dans l'espace social. Et voilà, c'est juste un truc que je trouve intéressant vraiment quand on voit à quel point il ne supporte pas qu'on fasse ça alors que c'est ce qu'on nous fait nous constamment. Pour finir cette vidéo, je vais encore parler de l'article. Donc l'article que je cite, c'est un article de Virginie Sezon qui s'intitule Le rire comme enjeu féministe. Je mettrai le lien pour aller à l'article dans la description. C'est un article qui m'a pas mal aidé surtout pour compléter certaines choses dans ma vidéo. Et Virginie Sezon, elle va prendre deux exemples d'auteurs féministes qui sont Virginie Despentes et Chloé Delhomme. Alors je connais Virginie Despentes mais je connais pas Chloé Delhomme. Mais dans cet article, elle va montrer à quel point l'humour peut être une arme féministe. Et notamment, elle considère que l'ironie et le cynisme en sont tout particulièrement des armes puissantes qui sont nécessaires d'utiliser. Et pour ça, je voudrais citer encore deux citations de cet article-là que je trouve très intéressant. On traite souvent les féministes de castratrices, on leur dit qu'elles ne sont pas drôles. Or, peut-être est justement cette faculté des femmes à manier cette arme discursive, historiquement masculine, qui rend l'humour féministe si problématique pour un certain public. Et la deuxième citation que j'ai, dont elle se sert pour conclure son article, c'est « Les livres de Despentes et de l'humour rappellent la nécessité absolue, dans une perspective féministe, non seulement de s'interroger sur la puissance du langage et l'arme du discours, mais également de réfléchir à la nécessité de connivence et de complicité qui seules permettent à la subversion de prendre corps. » Donc voilà, je pense que je vais conclure cette vidéo sur ces deux belles citations. Je vous incite vraiment à aller lire l'article, il est très bien fait, très intéressant. Je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo, ça faisait très longtemps que j'avais envie de la faire et j'avais toujours peur d'oublier quelque chose sur ce sujet qui me paraissait important à traiter. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un pouce bleu, etc. parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement.
si mes vidéos vous plaisent. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, je vous conseille de faire un tour sur mes autres vidéos. J'en ai fait une sur le lesbianisme politique il y a 3 semaines et la semaine dernière j'en ai tourné une sur le rôle d'allié et comment être un bon allié aux luttes sociales. Donc bref, voilà, prenez soin de vous et normalement je vous retrouve la semaine prochaine. Voilà.